Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici, sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On poste tous les jours sur YouTube à partir de 12h00. Voilà, donc on va commencer. Donc continuez à liker, partager, commenter, inviter plus de personnes. Plus il y aura du monde, plus il y aura d'histoires, plus on va être sensibilisé. C'est le concept. Je vous invite aussi à aller vous abonner à Facebook, YouTube, TikTok. Il y a une deuxième chaîne YouTube qui est DMG TV, Histoire Mystique, exclusive. Donc abonnez-vous aussi là-bas. Là-bas, on poste les histoires qu'on ne poste pas forcément ici. Voilà, écoutez la première histoire s'il vous plaît. Bonjour DMG, Floride Massamba, Congo-Brazzaville. Je reviens pour une nouvelle histoire, toujours dans le cadre de sensibiliser et la prise de conscience de la jeunesse africaine. Alors, partagez, likez, commentez, afin que le mouvement puisse vraiment s'étendre. L'histoire d'aujourd'hui, ça concerne mon petit frère, la mort de mon petit frère, Cédric Massamba. Et j'ai toujours du mal à parler de lui au passé parce que c'est une douleur en fait qu'on ne peut pas faire dissiper aussi facilement. Mon petit frère est décédé en 2016. Il a été vendu par ses propres parents et ses propres frères et donné en sacrifice par ses cousins de la franc-maçonnerie. Alors, quand il a fini ses études, il vivait chez notre mère. Il s'est même baptisé à l'église catholique. Bon, il partait souvent en vacances chez notre grand frère à Prenois, que je vais nommer ici Pachi Massamba. Donc, quand il partait en vacances, après il revenait. Et puis par la suite, il a fini ses études, il a eu sa maîtrise et tout. Il cherchait maintenant du travail. Il a décidé bon, que j'aime m'installer à Prenois. Il va s'installer à Prenois chez le grand frère, afin qu'on puisse lui trouver le travail, parce que là-bas il travaille il a fait transit. Alors, le petit étant en Prenois, il ne trouvait pas de travail. Mais on commençait à dire, ah, il se sent pas bien, il est malade, il fait que maigrir, il a mal à l'estomac. Le grand frère m'appelle et dit, bon, écoute, le petit doit revenir à Braz. Il doit venir auprès des parents et tout. Bon, moi j'ai décidé, j'ai dit, bon, moi comme je gagne bien ma vie aussi actuellement, il peut venir chez moi. Et on va essayer de voir ensemble. Non, mais il doit aller chez maman parce que maman, il y a la prière et tout. Bon, j'ai pas discuté. J'ai pas trouvé de mal à ça. Il est parti chez maman. Mais on se voyait. Bon, après, la maladie commençait à le ranger au fur et à mesure. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et quand on arrive à la maison, il a mal, il ne dort pas bien la nuit. Et bon, comme il ne communiquait pas aussi, il parlait plus avec la maman et le grand frère. Non, parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et moi, j'étais chez moi. Et après, un jour, je le prends, je l'emmène à l'hôpital. Avec ma carte d'assurance maladie, il cause avec le médecin. Il veut causer avec le médecin seul. Le médecin, par la suite, il me fait comprendre que ton petit frère me dit qu'il est malade, mais ce n'est pas son corps qui est malade, mais c'est son esprit qui est malade. Donc, c'est comme si son esprit était enchaîné quelque part. J'ai dit, oh, ça veut dire quoi? J'appelle le petit, j'essaie de discuter avec le petit. Est-ce que tu as eu à faire quelque chose, à signer un contrat, un pacte quelque part? Oh non, je n'ai pas fait ça. Je laissé passer. Et une fois à la maison, prière, parce que le petit s'en allait pas. Lui, quand il est 22h, 23h en tout cas, il ne dort plus, c'est le sang qui commence à finir. On va faire certains examens. Bon, il n'arrivait pas à boire assez d'eau. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais bizarrement, quand il y avait des prières à la maison, une fois j'arrive, j'assiste, ma mère qui tombe en second état, en transe. Et non seulement il y a mon père qui parlait en elle, ça on savait déjà depuis, mais c'était la voix de mon oncle. Donc le grand frère de ma mère, que je vais nommer ici Kunku Clovis. Il parlait avec même sa petite voix et tout. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? J'étais dépassé. Il y avait tellement de choses graves qu'elle avait sorties de sa bouche ce jour-là. Je n'ai pas géré.
Je me suis mis juste en prière et en retrait. On met le petit à l'hôpital, on l'opère et tout. On découvre qu'il n'a pas de cancer, mais il fallait qu'on puisse prélever une partie d'échantillons pour faire des examens. Moi, je décide alors de mener le petit aussi à ma façon. On va faire des prières de gauche à droite. J'ai commencé à avoir des révélations, mais c'était pas trop concluant. Bon, une fois je suis parti avec ma maman, elle ne voulait pas trop, mais elle n'avait pas le choix parce que comme j'étais armé, donc elle avait peur que l'enfant puisse faire quelque chose parce qu'il savait que j'étais tellement nerveux. Je décide alors de les emmener à Ngangalingolo chez un prêtre orthodoxe avec un de mes grands frères. On arrive là-bas, alors là-bas c'était la cata. Et quand le prêtre a commencé la séance, on a commencé à prier, 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 prier. Tu sens que même le corps est en train de réagir, qu'il y a vraiment l'esprit de l'éternel ici, quoi. Je vois mon petit frère commencer à changer de forme. Il commençait à faire, c'est comme s'il rompait parce qu'il n'arrivait même pas à s'asseoir, donc il était souvent allongé. Donc il tournait comme le serpent. Et il sifflait même comme le serpent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est la femme du prêtre qui quitte depuis la cuisine, vient à genoux en train de marcher, vient taper sur les pieds de ma mère. Il dit, moi, non, tu as mal, il faut le libérer. Donc ça, c'est en patois. Et donc il disait, l'enfant est sous tes pieds, il faut le libérer. Moi, je regarde le prêtre, je regarde ma mère. Ma mère, elle s'est refermée, donc elle n'avait pas envie de rentrer en transe. Après, elle n'a pas résisté, elle est rentrée en transe. Elle dit, ouais, ne faites pas ça, j'ai mal et tout, je vais parler, je vais parler. Je ne suis pas seul. Tu es avec qui? Ça, c'est le prêtre qui demande, tu es avec qui? Non, mais je suis avec mon grand frère. Quoi? J'ai dit, c'est pas possible. Donc, ce que j'avais écouté là, ça se répète encore. Je suis avec mon grand frère, c'est une ristourne, voilà, il y a des problèmes, donc il faut vraiment qu'on puisse donner l'enfant doit partir. J'ai dit, c'est pas possible. Son grand frère là, le coucou Clovis là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, quoi? À ce niveau? Il y avait tellement de choses qui étaient sorties ce jour-là, j'étais tellement dépassé. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai dit, mais c'est pas la solution. Et après, les choses commençaient à se compliquer avec la santé du petit. Bon, moi aussi, j'avais mon affectation, il fallait que j'aille prendre mon poste au niveau de Pont-Noir. Je suis allé au niveau de Pont-Noir. Et maintenant, le petit, une fois, il a posté les photos sur Facebook. Donc, les enfants de mon oncle, parce que ma mère, ils ont fait près de 15 ans, 20 ans, ça ne parlait pas avec mon oncle à cause des histoires de biens de parcelles que leurs parents avaient laissés. Alors que tout ça, on nous a embrouillé seulement, il y avait autre chose derrière que je vais expliquer dans une autre histoire que je vais raconter. Et le petit, quand il pose, mon oncle, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pris par ses enfants. Comme mon petit frère était ami avec ses enfants sur Facebook. Et ils ont commencé à appeler. Après, ça a commencé à devenir grave. Il fallait l'hospitaliser. Déjà que quand il était à la maison, on est assis comme ça, tu regardes sa peau, il y a des choses qui sont en train de circuler dans sa peau. J'étais sidéré. Des fois, il me dit, restez tranquille, il y a un serpent qui est en train de venir ici. Il vient me humer. Mais nous, on ne voit pas, mais lui, il voit. Un jour, il me disait plusieurs fois, maman, maman, tonton est dehors. Il est venu avec le corbillard, il est venu me chercher. Et maman, il pleurait même et tout, mais après, bon, comme il savait qu'il devait partir, il n'a pas voulu me dire, peut-être parce qu'il savait que j'étais tellement nerveux. Et quand je suis allé à Pont-Noir, il est rentré à l'hôpital. Ça commence à s'aggraver. Bon, moi, je ne savais pas que c'était mon cousin là, en fait, et ma cousine qui venait sortir de l'argent parce que les factures étaient quand même énormes. Et ma mère ne me disait rien parce que, en fait, c'était déjà un contrat, ils avaient déjà signé ça comme ça. Et notre grand frère, Paty, était déjà dans le coup et il savait depuis le départ ce qu'ils avaient fait comme plan machiavélique sur le petit frère. Alors, nos cousins arrivent à l'hôpital, ils payent les factures. Mon cousin, là, je vais le nommer Chérubin Kunku, c'est un franc-maçon. Et sa sœur, que je vais nommer Barabine Kunku. Donc, ces deux, c'était eux qui étaient à la source. Donc, ma mère a réceptionné de l'argent pour vendre le corps de son propre fils, qui est mon petit frère direct. Donc après moi, c'était lui, on était comme des jumeaux. Et notre père a donné l'accord. Donc mon cousin et ma cousine sont passés derrière le canal de leur père, qui est Nkunku Clovis, pour acheter et donner en sacrifice à la franc-maçonnerie, pour avoir des postes, machin et tout ça. Moi, j'avais dit à ma mère, je dis, maman, si mon petit frère va mourir parce qu'il n'y a pas d'argent, laissez-le mourir, mais vous êtes en train de le faire souffrir. Ils ont saccagé mon petit frère, mais c'est pas possible, DMG.
Je ne pouvais pas regarder mon petit frère 2 fois. On m'avait seulement envoyé la vidéo. Mais j'ai pleuré, pleuré. J'ai même damé les coups sur le mur. Ce jour-là, j'ai même sorti mon arme, j'ai tiré toutes les balles que j'avais parce que j'étais tellement énervé. J'ai dit, mais comment des parents, une mère peut faire ce genre de choses? Parce que j'avais déjà compris, parce que j'avais déjà coupé les ponts avec ma mère, je savais déjà qui elle était. C'est quelqu'un, quand tu la vois, elle priait beaucoup. Ma mère a passé son temps à l'église, mais aujourd'hui, j'ai compris que les gens, les vrais sorciers sont en fait à l'église. Parce que ma mère avait un pied à l'intérieur, à l'église, et un pied dans la sorcellerie familiale, qu'on les a laissés chez leur mère. Ça aussi, je vais expliquer dans une autre histoire. Et jusqu'à ce que mon petit frère, ils ont achevé mon petit frère, parce que quand il est mort, il est venu me voir. Il a dit, Yaya, l'autre, on est venu me chercher dans la salle. Maman avait tourné le dos. J'ai pleuré encore, j'ai pleuré. Dans le jour où maintenant, ça, j'étais monté de dealer une voiture, on a même failli me ramasser parce que je suis allé au milieu du goudron, j'ai crié, j'ai pleuré, on est venu me soulever, on m'a mis quelque part. Il est mort, bon, on a fait l'enterrement. Et le jour de l'enterrement, notre grand frère aîné, que j'ai nommé Pati Massamba, arrive avec une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait quoi? Il y avait un cinglé, slip et les gants de couleur blanche. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh non, il y a quelqu'un qui m'a donné ça à l'entrée de la morgue. Là, j'ai dit, mes grands frères, tu sais que notre petit frère est mort dans des conditions mystiques. Et tu vis encore avec ces choses-là et tu me dis que on t'a donné ça. Bon, j'avais pas trop tiré son longueur, je l'ai sûrement ravi. Ça, j'ai dit, on va gérer ça après. Moi, j'ai déjà tout acheté. Et mon oncle voulait aller rentrer dans la salle où on lui tentait le nettoyer. Le monsieur qui était dans la salle qui dit, mais attends, qui l'a fait rentrer ici là? Mais c'est toi qui as sacrifié le petit là. Tu viens encore faire quoi ici? On l'a chassé après, il dit non, mais de toute façon, le pays est commandé. Et tout ça, j'avais seulement appris après parce que déjà que j'étais armé, et donc les gens avaient peur de moi, que je puisse mal réagir. Mais j'avais comme l'impression, en fait, c'était même mon petit frère qui me touchait même parce que j'avais déjà mis la balle au canon. Il restait juste que je puisse ouvrir le sélecteur et puis rafaler sur ces gens-là. Mais j'avais une pression là sur la main là. J'avais comme l'impression que quelqu'un me touchait. Mais Dieu merci, ça s'était bien passé. On est allé enterrer. Bon, j'avais toujours l'enveloppe. Après, on est même allé à l'église voir un prêtre. Bon, après, on sait plutôt ce qui s'était passé. 2 jours après, on va sur la tombe. Mon petit frère rentre en transe dans une femme qui dit Yalod, Yapichou, je vous demande pardon parce que je vous ai trahi. Mais laissez-moi le temps. Je vais réagir. Et je vais faire justice à tous ceux qui m'ont tué. J'étais tellement mal. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours mal. Quand je pense à lui, je suis toujours mal. Donc le conseil que je donnerai ici, vraiment faisons très attention. Parce que mon petit frère est rentré dans ces histoires de secte. On l'a embrouillé par notre propre grand frère. Nos cousins. Notre oncle. C'est eux qui l'ont embrouillé. Et notre mère a masqué parce qu'elle savait déjà le coup qu'ils avaient préparé sur notre petit frère. Donc c'était un peu ça mon message. Faites très attention. Ayez toujours l'esprit fixé de l'avant et avec Dieu. Sinon, vraiment, ça ne marchera pas. Merci, à la prochaine histoire. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille, bonjour à la communauté DMG. DMG, tu vois, ton émission, vraiment, elle est d'abord très édifiante et divertissante aussi parce que moi, franchement, je suis abonné dans ta page depuis. J'ai même déjà eu à balancer une histoire, ben, bon, apparemment, c'est comme si tu n'as pas diffusé. J'espère que tu vas la diffuser et je profite aussi pour balancer une deuxième histoire, espérant que tu vas balancer cette histoire. Donc, mon histoire est intitulée tout d'abord une maman qui fait un voyage astral en Europe pour sauver son fils d'une mort. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est pas moi qui ai vécu, mais c'est ma copine qui m'a raconté cette histoire. Donc, un jour, on était ensemble et puis, bah, on parlait un peu des villages au Cameroun, là, des villages qui pratiquent un peu. Et puis, elle m'a dit que, bah, voilà, lorsque tu parles comme ça, dans mon village actuellement, mon village est en deuil. Je lui demande, mais pourquoi ton village est en deuil? Elle me dit que, voilà,
Il y a tout un tas de vieux et de vieilles là qui sont mortes. Donc, on est en train de faire le deuil actuellement. Et j'ai dit, ben pourquoi? Elle me dit, alors, bah là, voilà. euh, il y avait une maman qui était dans les sectes de village, là, les sorcelleries de village, là, où dans les sorcelleries, ils se mangeaient les enfants entre eux. Donc, ils mangent les enfants entre eux, ils détruisent d'autres, ils gâtent les avenirs des autres et tout et tout. Et voilà, c'est tombé autour, je vais dire, de Maman X. Donc, quand ça arrive donc autour de Maman X, on dit à Maman X, voilà, on veut ton fils. Maman X, donc, a ses enfants, mais elle a un seul enfant qui est en Europe. Elle a un enfant qui vit en Europe et les autres au pays. Bon, voilà, Maman X veut donner un de ses enfants qui est au pays, sauf que c'est ses collègues de la secte, quoi, de leur confrérie, décident que non, c'est plutôt celui qui est en Europe qu'on va prendre. Elle, donc, ne pouvant pas discuter, elle a simplement accepté. Et elle est rentrée, elle a réfléchi, elle a vu que non, elle ne peut pas laisser qu'on tue son seul enfant qu'elle a en Europe. Et puis, bon, voilà, Maman X donc fait un voyage astral et se retrouve en Europe chez son fils. Et en ce moment, son fils était au travail, donc elle apparaît au salon. La femme de son fils qui était à la cuisine sort de la cuisine, je ne sais pas trop pourquoi, voit sa belle-mère au salon. Étonnée, elle se saute et dit que mais maman X, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es même arrivé là? Maman X dit voilà, c'est pas important comment je suis arrivé, ce que je fais là, mais où est ton mari? Elle dit que non, il est au travail, elle dit qu'appelle-le rapidement, il revient. Voilà, la femme appelle son mari, elle dit que bah voilà chérie, ta maman est ici. Et le monsieur, il est étonné que mais comment maman qui n'a même pas de passeport fait pour se retrouver là? Chose étrange. Il court, il arrive, il voit, oui, c'est sa mère. Et voilà, la maman, donc, pour sauver son fils, est obligée d'avouer que voilà, au village, elle est dans une secte où voilà, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ci. Et aujourd'hui, c'est tombé chez elle qu'elle devait sacrifier un de ses enfants et c'est son fils là qu'ils veulent tuer. Bon, elle n'a pas voulu accepter, c'est pourquoi elle est venue donc lui donner quelques directives à suivre. Voilà donc le fils étonné, mais il accepte donc les directives de sa mère parce que lui-même il veut survivre. Et il demande à sa maman que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour survivre. Sa maman lui dit donc que voilà, on va venir tel jour à telle heure, on sera ici. Tu vas voir chez toi à telle heure, tu vas voir, il y aura des cafards qui seront alignés là, alignés comme en file indienne quoi. Ils seront alignés et voilà, le premier cafard, donc maman il va lui dire, le premier cafard que tu verras devant, c'est moi. Tu ne fais rien, tu vas laisser. Mais les autres cafards que tu vas voir derrière, tu vas les balayer, tu vas les taper et il faut bouillir de l'eau à plus de 100 degrés. Tu vas les verser cette eau-là. Est-ce que tu m'as compris? Il a dit qu'il a compris, maman. Et elle a aussi profité pour dire à la femme de son fils que veille à ce que cela se passe comme je te dis. N'oubliez pas, le premier cafard, laissez ce cafard passer car ça va être moi. Puisque c'est moi qui donne le chemin, c'est moi qui permet qu'ils entrent. Le premier cafard, c'est moi, mais du deuxième jusqu'au dernier, c'est pas moi. Donc, faudrait faire comme j'ai dit. Et puis la maman a fait ce qu'elle a fait, elle est partie. Et puis bon, voilà, la maman et sa confrérie sont arrivés chez le monsieur. Ils ont fait son fils et sa femme ont fait tout ce que la maman a dit. Ils ont laissé le premier cafard passer, les autres cafards, ils ont balayé, ils ont versé de l'eau chaude et tout et tout. Bah voilà, subitement, le lendemain, on entend les cris au village. Donc là, c'est déjà au Cameroun. On entend les cris de maison en maison, un peu de partout dans le quartier, un peu de partout dans le village. Donc, il y avait pratiquement tout un groupe de vieux et de vieilles qui sont morts tous en même temps. Bon, voilà, ça a soulevé des suspicions et
on avait presque compris que voilà, ils étaient tous dans un truc où ça les a dépassés, ils sont morts. Bon, mais moi, quand ma copine m'a raconté, bon, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'était digne d'un conte, mais c'est après que j'ai réalisé que non, ouais, c'est pas de la blague, ce sont des trucs sérieux. Donc, comme quoi pour dire que nos frères de la diaspora qui sont à l'étranger, qui se disent que non, une fois qu'ils sont là-bas, les attaques mystiques en Afrique ne peuvent pas les trouver et qu'ils là, ils baissent la garde, ils ne se protègent pas, ils ne prient plus, ils n'ont plus de guide spirituel et tout, non. Faudrait pas que ça lâche quoi. Donc à tous ceux qui sont à la diaspora, dans l'émission, qui avaient vos proches, ce serait toujours mieux de leur demander d'être toujours aux aguets, d'être toujours protégés. Bah voilà, c'était mon histoire. J'espère que j'ai pas été très longue. Et je sais aussi que je parle pas bien, j'ai pas une bonne voix. Donc c'est comme ça, c'est ma voix de nature. Vous allez vraiment m'excuser. Donc, DMG, j'espère que cette fois-ci, cette histoire, tu vas la balancer. Et merci, je profite aussi pour te dire encore merci. Merci à la communauté. Comme on dit toujours, liker, partager, commenter pour agrandir la communauté. Et à toi, DMG, big up. Chapeau. À plus. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. DMG, bonjour. Bonjour la communauté DMG. Aujourd'hui, je viens ce matin pour vous raconter l'histoire d'une maison hantée dans la ville de Tchang. En fait, ça se passe en 2017, ma première année à Tchang. Quand je suis arrivé là-bas, mon oncle était venu me chercher à la gare et m'a amené chez lui. En fait, la maison qu'il louait, c'était une maison d'un ancien député de la ville de Tchang. Juste au niveau de la descente Foréké, en face du restaurant Le Phénix. Ceux qui sont à Tchang connaissent cette maison. Du coup, mon oncle vient me chercher à la gare et du coup m'amène à la maison. Nous commençons bien l'école, il n'y a pas de problème. 2 mois, 3 mois. Je vivais avec mon oncle, avec l'un de mes cousins, puisque mon oncle était professeur à l'université de Tchang. Et de temps en temps, il voyageait. En 1 mois, il pouvait juste faire 1 semaine à Tchang pour dès qu'il finit de distribuer ses cours, il part soit en Europe ou soit à Yaoundé chez sa femme, vu qu'il est marié à Yaoundé. Et là, du coup, je restais avec mon cousin qui avait déjà fait plus de 4 à 5 ans à Tchang avec lui. Voilà, un soir, nous sommes 2 à la maison. Il me dit que depuis que tu es arrivé ici, mais j'attendais que tu me dises que tu suis souvent certains bruits dans la nuit ou quoi, ceci, cela. Il dit que non, quel bruit encore, moi je n'ai jamais rien suivi. Voilà où il me dit que, un jour, je vais comprendre ces bruits. Et je lui demande de quel bruit tu parles. Il me dit que, en fait, est-ce que je sais que cette maison est hantée? Il dit que comment ça? Hantée comment? Une belle maison d'ailleurs, c'était une maison, un niveau, vu que nous on louait le bas. Et en haut de l'étage, personne ne vivait là-bas. Depuis que le député était mort, personne ne vivait là-bas. Et à l'extérieur de la maison, elle est vieille, hein, mais à l'intérieur, c'est luxueux. Une grande maison de 3 chambres, douche avec les baignoires, quelque chose comme ça, luxueux. Mais à l'intérieur, tu passes, c'est pas bien à l'extérieur. Du coup, voilà où il me dit que dans la nuit, parfois, il suit en haut de la maison. Au niveau de la cuisine, il y a quelqu'un qui prend une cuillère et tape sur le robinet. Ça fait tac, 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 comme ça, même pendant 3 heures de temps sans s'arrêter. Et à un moment, ça s'arrête. Tu comprends maintenant comment on tire maintenant les fauteuils au salon. On tire, on tire. Quand il m'avait dit ça, il a d'abord ricané. Il dit que, arrête souvent tes blagues. Pourquoi moi, je suis là à 3 mois, je n'ai jamais rien suivi. Il a dit que, ok. Comme tu n'as pas suivi, un jour, tu viendras me dire. Voilà, nous continuons notre année scolaire.
puisque je suis musulman, voilà la fête du Ramadan qui approche. Moi, j'avais décidé de fêter à Tchang. Lui, il est allé à Fumban pour fêter. Mon cousin, mon oncle était lui en Europe. J'étais seul à la maison. Voilà, un soir, j'ai fini de faire mes études à la maison et je m'en vais dans la chambre environ 23h30. J'avais même pas le sommeil. Je suis en train de surfer sur Facebook. Un temps, je comprends, pac, pac, pac. Mon Dieu. Je me rappelle maintenant de l'histoire que mon cousin m'avait dit. Il dit DMG. Net comprend on dit une barre de fer ou une cuillère, on tape sur le robinet, ça fait pac, 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 et ça venait du haut. J'étais glacé. Que pouvais-je faire à part prier? Wow. Je n'ai même pas dormi cette nuit, du coup, le son continue intensément, après ça s'arrête. Après 5 minutes, on commence à tirer les fauteuils en haut. Il dit que ma paix est venue aujourd'hui. Et du coup, j'ai suivi ce sort pendant 2 à 3 jours comme ça successivement. Un temps, ça ne fait pas. Un temps, ça se répète. Bon, heureusement que nous, on n'a pas eu de problème parce que nous, les musulmans, avant d'entrer dans une maison, on prie. Et les 5 prières qu'on fait chaque jour, ça bénit d'abord la maison et voilà. Ça purifie la maison, quoi. Et voilà. Donc, les gens nous voyaient d'ailleurs vivre là-bas comme les sorciers parce que dans l'histoire, on nous dit que les gens qui louaient cette maison, le sous-sol, quoi, ils ne faisaient pas 3 mois sans quitter là-bas. Mais les gens nous regardaient au cachet comme des sorciers. Ah, on les disait que nous, on n'a rien, on ne connaît pas l'histoire de la mort de l'ancien député, quoi. En fait, nous, on fait nos 5 prières par jour et voilà, on prie chaque jour. Donc, on ne sait pas ce qui va nous arriver, quoi. Bon, sinon, on a juste fait 2 ans là-bas et le bailleur nous avait retirés de chez eux. Voilà, voilà mon histoire. Donc, faisons attention quand nous partons louer les maisons. Le mieux souvent, c'est de nous renseigner avant de verser la somme d'argent pour adhérer à ces maisons. Voilà, merci. Bonne soirée à vous, DMG. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, alors je suis ivoirien et j'ai vu ta chaîne YouTube. Il faut dire que moi-même j'aime beaucoup les histoires d'horreur, tout ça. Et donc, j'ai voulu aussi partager moi-même ma propre expérience. Et cette histoire que j'ai vécue, c'est passé en 2021, le 3 janvier 2021, dans la nuit du 3 janvier 2021. Je me suis endormi et je me suis retrouvé mort. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans ce que les chrétiens appellent le séjour des morts. C'est après que je me suis réveillé, j'ai compris que c'était le séjour des morts. Étant là-bas, dès que je suis mort, j'ai croisé une gardienne. C'est la gardienne du coin. Et elle m'a dit, tu es mort. Sur le champ, je n'ai pas pleuré. C'est-à-dire, c'était comme si c'était un passage normal. Et alors, j'ai continué mon chemin. Quelques minutes plus tard, j'ai commencé à me rappeler de ma vie sur la terre. Des choses que j'ai laissées, tout. Parce que moi, je dessine. Je suis infographe. Je suis aussi chrétien. Donc, j'ai commencé à penser à des choses que je n'ai pas pu faire, tout et tout. Et j'ai dit, non, mais j'ai dit à la dame, il y a des choses que je dois terminer, il y a des choses que je n'ai pas finies. Et c'est comme si l'envie de finir ces choses était pressante dans mon cœur, étant là-bas. Et je voulais me retenir pour faire. La dame me dit, mais tu vas où? Il faut bien regarder. Est-ce que tu vois un endroit pour retenir où tu as quitté? Elle dit, mais il faut que j'aille continuer. Elle dit, tu es mort. C'est fini pour toi. Elle dit, aïe. Donc j'étais là et bizarrement, quand je parle d'une chose que je devais terminer, il y a quelqu'un qui vient avec des calculs, une machine bizarre pour me montrer où j'allais arriver si je continuais telle chose. Où j'allais arriver. Et DMG, c'est comme on te dit que si tu étais parti à tel rendez-vous, tu allais avoir 1 million. Et tu n'es pas parti. Dans la vie des vivants, tu peux te rattraper. Mais là-bas, je suis mort, j'étais mort et je ne pouvais pas me rattraper. C'était compliqué. Et j'ai commencé à regretter.
je commençais à regretter DMG. Je regrettais, dit, hey, Seigneur, c'est quoi ça? Tu ne peux pas revenir en arrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes comme moi là-bas. Et bizarrement, la pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, mais les morts ne ressemblent pas aux morts des films qu'on nous montre dans les films. Hein. Dans les films, ils sont effrayants, tout ça. Mais les gens étaient tous normaux. C'est la pensée que j'ai eue étant là-bas. Les gens étaient tous normaux et la chose qu'ils avaient en cœur, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir pu faire ce qu'ils devaient faire sur la terre. D'autres ont passé le temps à vivre la vie d'une autre personne. C'était compliqué. Donc, c'était le regret partout. Partout, c'était le regret. Tu ne peux pas revenir pour faire ta vie. Et moi, je me suis plaint. J'ai dit, mais attendez, moi, j'ai été, comment je vais dire, je suis mort jeune. Pourquoi ne pas me donner la chance de revenir tout. On dit, mais attends, moi, je ne savais dire quoi. Tu n'as pas d'excuses, mon frère. Tu n'as pas d'excuses. C'est fini. Il y a des gens qui sont morts à ton âge, qui ont réalisé leur projet, qui ont réalisé leur vie. Toi, tu faisais quoi? Et on me montre des exemples. Je suis là. Je dis, mais je n'avais pas d'argent pour faire telle chose. On me dit, tu n'as pas d'excuses. Ça veut dire que tu pouvais avoir l'argent. Tu pensais que tu étais pauvre alors que tu étais riche. Et c'est ça qui fait que tu regrettes au fait. Parce qu'on te montre au fait que tu avais des choses, tu avais des potentiels que tu n'as pas utilisé toute ta vie. Et puis tu es mort dans la galère, tu es mort sans avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas forcément aussi la richesse. Hein. Peut-être que tu avais des potentiels pour réaliser un but, quelque chose de spécial. Mais tu as tellement négligé, tu n'as pas pris conscience de ce potentiel, et puis tu es mort avec ça. C'est ça qui faisait mal au fait. Et je disais, bon, qu'est-ce qui m'a tué? On dit ça, c'est pas le plus important. Ce que tu as tué, ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu n'as pas fait, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Et DMG, j'avais mal. Je disais, mais quand même, il faut que j'ai une solution pour aller dire à mes parents là-bas que je suis vivant. Bon, pas que je suis vivant, mais qu'on me traite pas mal quand même. Parce que je voyais les gens pleurer. Moi, je suis là-bas, mais je vois les gens pleurer. Les gens disaient, mais pourquoi si tôt? Je voyais les drapeaux dans mon travail. Les gens, en tout cas, les gens étaient découragés de la vie. Pourquoi je suis mort assez tôt, aussi jeune? Et j'ai demandé, mais comment faire pour leur dire que ça va ici? Ils m'ont dit, ah, mais tu peux apparaître dans les rêves, hein. C'est ce que tout le monde fait. Et il y a un autre groupe qui m'a dit, eux là, ils fraudent. Fraude, c'est quoi? C'est-à-dire, eux là, ils trouvent une solution pour revenir sur la terre. Mais c'est ce qu'on appelle les esprits errants, les âmes perdues, les fantômes, tout et tout. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais ils trouvent une solution pour venir sur la terre. C'est du fraude, au fait. Normalement, quelqu'un qui est mort ne doit pas se retrouver sur la terre. Et celui-là, c'est comme si il y avait une police là-bas qui regardait, qui observait tout le monde. C'est-à-dire, tu peux revenir sur la terre, ils ne vont pas t'attraper, ils vont te laisser faire. Mais si tu viens déranger les vivants, ils vont venir te chercher. Et ceux-là, ils revenaient sur la terre, pas parce qu'ils voulaient revenir sur la terre, hein, mais parce qu'ils voulaient accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais quand tu reviens sur la terre étant mort, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est emmerder les vivants. C'est détruire la vie des vivants, posséder les gens. Et si le royaume, c'est-à-dire des cieux, là où j'étais, ils se rendent compte que tu exagères ou bien il y a un vivant que tu es en train de fatiguer, que tu ne dois pas fatiguer, ils vont venir te chercher. Et là, ils viennent te prendre là. Tu n'es plus libre là-bas, ils te mettent dans une prison jusqu'au jour du bilan. Et le bilan, là-bas, bon, je me dis que je me suis réveillé, je me dis que le jugement, c'est comment on appelle ça? C'est le jugement dernier qu'ils appelaient le bilan. Et le bilan, ça ressemblait à quoi? Ils m'ont expliqué, TMG. Ils m'ont expliqué, on dit que le bilan, c'est comme candidat approché de BAC et de BPC. C'est-à-dire, ils vont venir dire devant tout le monde, il y a autant, tu as réussi ça. Kwasi Félix, voilà. Admis, tu vois les trucs comme ça. Et généralement, mais quand je vais candidat approché, quand c'est bizarre, quand tu n'as pas eu, tu as honte au fait. Ce qui fait que d'autres ne vont pas là-bas, d'autres ne se rendent pas à candidat approché. Mais ça là, on m'a expliqué que nous tous, on est obligés d'être là, devant, et c'est Dieu qui dit le nom de ceux qui sont admis. Si tu as échoué, tu vas en enfer. Si tu étais admis, tu vas au paradis. Et DMG, j'étais là.
Je ne peux pas revenir en arrière pour voir, pour corriger ma feuille. C'était, j'ai dit, DMG. Et le regret. Je suis là, j'ai dit, mais pourquoi? Et je me suis rendu compte que toutes les fois où je me chamaillais avec les gens, où j'étais jaloux, ce sont des bêtises. Le truc le plus important, c'est qu'il fallait que j'accomplisse, je trouve, c'est pourquoi je suis né. Et moi, je suis allé voir la gardienne, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit à la gardienne, ah, ma chère, moi quand je vivais là, j'ai vu des gens qui sont... j'ai entendu des histoires où des gens ont ressuscité, même dans la Bible, moi je suis chrétien, dans la Bible j'ai vu qu'il y a des gens qui ont ressuscité. Pourquoi moi, je ne peux pas ressusciter? La gardienne m'a dit, mais attendez, mais vous les morts, vous avez tous le même langage. Tous ceux qui sont là, ils ont dit la même chose avant toi. Vous faites entrer les prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers même eux-mêmes, ils disent tous qu'ils sont innocents. C'est comme ça que les morts disent qu'eux aussi veulent ressusciter. Ah! Et là-bas, dans ma vision, il y avait l'Esprit de Dieu qui venait de temps en temps pour venir, pour mettre de l'ordre. Parce que c'est un moment, il y avait des cafouillages. Les gens veulent revenir, ils ne peuvent pas. Et c'est l'Esprit de Dieu seul qui venait. Une partie de l'Esprit de Dieu, et ce n'est pas toute la totalité, une partie de l'Esprit de Dieu qui venait mettre de l'ordre. Ceux qui étaient vraiment trop turbulents, c'est-à-dire les fraudeurs et autres là, on les mettait dans la prison en attendant le bilan. Ceux qui étaient calmes comme nous là, on était libres de marcher dans le coin en attendant le bilan. Et quand j'ai fini de parler avec la gardienne DMG, je me suis réveillé. Comme si on me redonnait un souffle. Comme ça. Et j'étais content de voir que je suis encore vivant. Je me suis touché, j'ai touché mon lit. Ah! Et là, il y a un verset qui est venu à ma tête où Paul disait j'ai accompli le bon combat, j'ai enfin la couronne, un truc comme ça. Et c'est comme si une voix me disait que si tu n'es pas capable de dire ça, mon cher, quand tu vas mourir, tu vas regretter, tu vas vivre ce que tu as vécu là-bas. Et encore, j'ai expliqué ça à des personnes. Il y a des versets de la Bible qui disent encore, dans Ecclésiaste, des versets qui disent que dans Ecclésiaste, voilà, c'est Ecclésiaste 10, je crois. Je ne maîtrise plus trop le verset. La Bible dit dans ce livre-là que pendant que tu vis là, fais ce que tes mains peuvent faire. Parce que quand tu vas mourir, tu ne peux plus rien faire. Voilà. Et voilà, donc je voulais partager cette expérience avec tout le monde pour dire aux gens de se concentrer sur la priorité, de se concentrer sur l'objectif. Ce rêve-là, cette expérience m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Chaque jour, quand je suis découragé, je me force de penser à ça, de dire non, il faut que je travaille. Parce qu'il ne faudrait pas que je ne réalise pas mes rêves, mes projets, tout et tout. C'est pas forcément, quand j'explique ça à certains chrétiens, d'autres ont dit, ah, mais il faut beaucoup évangéliser, peut-être si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, voilà que tu vas regretter demain. Non, c'est pas seulement ça, hein. C'est pas affaire de œuvre de Dieu. C'est l'histoire de ta vie, toi-même. Puis ça, on n'est pas tous appelés à... C'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit évangéliser. Mais en plus de l'évangélisation, de parler de Dieu, là, il y a d'autres choses encore. Il y a toi-même ta vie. Est-ce que tu penses sur ta famille? Est-ce que tu as créé l'entreprise qui t'a été inspirée? Est-ce que tu n'as pas joué avec ta vie? Tu vois les détails comme ça là. On doit s'intéresser à toutes ces choses-là. Parce que le bilan, au bilan, moi je me dis qu'au bilan, ils vont faire comment on appelle ça? C'est-à-dire une moyenne de tout ce que tu as pu accomplir sur la terre. Une moyenne. C'est-à-dire, on n'a pas une seule... C'est-à-dire, les gens pensent qu'on a une seule... Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. On n'a pas un seul but dans la vie. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qu'on doit atteindre pour faire des notes. C'est-à-dire, tu dois être un bon... Si tu es père de famille, tu dois être un bon père de famille. En même temps, tu es père de famille, mais tu travailles, tu dois être aussi bon au travail. Parce que tout ça, c'est noté. Ils vont te noter en fonction de tout ce que tu as fait sur la terre. Donc, toutes ces notes-là, ça fait ta moyenne et tu vas là où tu dois aller. Donc, c'était mon partage. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Excuse-moi, ça a été assez long. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute ta famille DMG. Bon,
L'histoire que je vais conter ce matin, c'est mon histoire personnelle à moi en fait. Je suis une Camerounaise résidant dans la ville de Douala. Oui, nous avons un voisin, il perd son âme, il est décédé. Donc, étant petite, déjà à l'âge de 8 ans, 10 ans, j'allais toujours jouer chez lui avec ses petits fils et filles. Et eux également, ils venaient chez nous jouer. Bon, quand j'allais chez lui pour jouer dans la cour avec ses petits-fils, il aimait toujours m'appeler ma femme, ma femme, ma femme. Donc quand j'allais comme ça, il me dit, ma femme, viens. Je vais, il m'arrête la main, il me tripote l'épaule, il dit, c'est comment? J'ai dit, ça va bien, oui. On est en train de jouer, il dit que fini de jouer, après tu viens me voir. J'ai dit, oui, papa. Quand je pars, je finis de jouer, je retourne pour dire, papa, j'ai fini de jouer, je vais rentrer. Tu vas voir, il va sortir un billet de 500 francs, il me remet. Il dit que va, tu vas sucer les bonbons, tu partages à tes amis. J'ai dit d'accord. Je partage. Et quand je rentre à la maison, je me lave. Quand je dors, j'ai des couches de nuit. Mais à l'âge de 10 ans, je ne connaissais pas ce que c'était. Parce que, vous savez, quand nos aînés regardent les séries, vrai qu'on nous chasse, mais nous, on est toujours là. Peut-être, j'ai regardé un homme s'embrasser avec une femme, avoir des rapports, permettez-moi de le dire. Du coup, je me dis, c'est ce que j'ai regardé en journée, puisque ma mère avait dit que le rêve, c'est pas forcément que non, c'est ce qui va être, c'est ce qui est dans l'obscurité. Non, ça peut être ce que tu as fait en journée qui se récapitule la nuit dans le rêve. Donc du coup, quand j'avais ces couches de nuit, je me disais non, c'est parce que j'ai regardé telle série, il y a eu tel truc. Donc je prenais ça à la légère, je n'expliquais pas à ma mère. Sinon, si j'expliquais, elle me dit, oui, regardez toujours les films quand les aînés regardent. Donc, je me disais qu'elle allait le dire, en fait. Donc, je connaissais pas la gravité de ce qui se passait. Bon. Et pendant ce temps, donc, ce monsieur était un choriste à l'église. Je ne vais pas dire quelle religion à ce qu'il s'agit. Il était à la chorale à l'église. Et ma mère, il faisait partie d'une autre chorale. Et ma tante faisait partie également d'une autre chorale. Et moi, j'étais servante de messe. Déjà qu'elle dit servante de messe, d'autres vont comprendre. Servante de messe. Et quand il y avait les activités comme la nativité du Christ, donc la naissance de Jésus, désolée s'il y a les musulmans là, je m'excuse. La nativité, autant pour moi de Christ, on jouait des théâtres, on faisait tout. Et moi, j'aimais jouer le théâtre parce que le cinéma m'a toujours plu. J'avais toujours le rôle principal, celui de Marie. Bon, un jour, j'ai joué la nativité et j'avais le rôle de Marie. Tellement j'ai bien joué et avec une quête dans laquelle les gens mettaient les motivations, quoi. On mettait la motivation. Et à la sortie, les servants aimaient ce mois, on s'est regroupés derrière la sacristie. Nous étions là en train de causer, on disait Marie, quand on va te donner, parce que mon prénom moi c'est Marie et j'aimais jouer le rôle de Marie. Quand on va te donner ton enveloppe, tu vas nous motiver aussi, pas de problème, mais pour l'instant on n'a pas encore fait le partage. Donc là c'est un 24, donc réfléchissons là où est-ce qu'on peut aller même s'asseoir chez une de nos camarades, on achète des jus et on boit. Ils disent pas de problème. C'est ainsi que chacun met la main dans la poche, on sort, on contribue ce que ça peut donner. On décide donc d'aller prendre un jeu ensemble. C'est comme ça quand nous sommes en train d'aller. Mon voisin en question, je le vois à distance. Lui, il est en train de monter, moi je descends. Il me dit, hey ma femme. Je me dis que oui papa, tu as très bien joué. Oh bravo. En tout cas, il met la main dans la poche, il sort, il me glisse un billet de 10 000 francs. J'étais enthousiaste, tellement fier.
Et quand il m'a glissé ce billet, il a fait en sorte que personne ne puisse voir la somme. Mais mes amis ont vu le geste, quoi. Quand je marche, je reste tranquille. Une me dit que tu crois qu'on n'a pas vu comment on t'a donné? On veut pour nous. Je dis que non, il m'a juste donné 5000 francs. Elle dit que montre. Donc c'était en ce moment, je ne pouvais plus cacher. Quand je montre, elle dit voilà 10 000 francs. Je dis mais attendez, on m'a donné à moi. Je ne suis pas obligée de tout donner pour qu'on utilise. J'ai décidé de couper à moitié, donner pour qu'on puisse continuer. Donc ajouter quoi, c'est ce qu'on a cotisé. Elle dit pas de problème, c'est déjà beaucoup. C'est ainsi que je pars, je divise, je garde les 5 000 francs. Je rentre, puisque c'est un 24, tout est animé dehors. Je rentre vers 2h. Je dis à ma maman, elle me dit, ah, tu as tellement aussi bien joué, c'est bien ça. Elle aussi, elle m'a promis même un jus. J'ai dit d'accord. C'est ainsi que l'année là, ma mère tombe malade. Je composais le BPC. Ma mère tombe malade tellement ça m'a traumatisée. DMG, elle était paralysée du côté gauche. Donc on a dit que c'était un mauvais côté, lui a le cœur. Donc c'est pas évident. DMG, j'ai pleuré. J'étais plus concentrée. Et l'année là, je priais à Dieu que Seigneur, vu ma déconcentration, je veux vraiment de ton aide de pouvoir surmonter cette épreuve. Mais j'ai pas eu mon BPC cette année. Et venir dire à ma mère, ça m'a fait de la peine. Donc elle est là, elle est malade. Je me dis même que lorsqu'elle va venir dire maman, j'ai réussi, elle pourra se lever. C'était ce qui était dans ma tête. Mais quand les résultats sont sortis, je n'ai pas réussi. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pleuré. Et nous, les servants de messe, on a toujours des croix sur le cou, des croix de couleur noire. Même si on se lave, ça restait sur nos cous. C'était comme ça qu'on faisait. Étant dans toute la colère d'MG, j'ai attrapé cette croix, j'ai coupé, j'ai lancé. Je ne sais pas d'où j'ai lancé. C'est parti tomber. Je me suis couchée une seule fois en pleurant. J'ai dormi jusqu'au matin. DMG, cette nuit-là, c'était que les couches de nuit enceintaient. C'est que je me suis réveillée peut-être enceinte des triplés, quoi. J'ai eu des couches de nuit. Donc, c'était tellement intense que je me suis levée avec les mots de bas. Donc, je sais pas, permettez-moi de dire, mon ventre m'a tellement fait mal. C'est ainsi que dans le rêve, des couches de nuit, je vois trois messieurs. Ils avaient des capuches rouges, noires. Et celui qui était au milieu avait les deux couleurs. Donc, c'est-à-dire, sa capuche était rouge et le reste en bas était noir. Je regarde, j'essaie de voir la corpulence. Je dis, c'est qui? Et il me faisait les couches de nuit à distance. C'était pas comme il venait souvent monter sur moi, genre. Non, il était à distance et il paye. Donc, je sais pas s'il avait dit, avec sa puissance maléfique, quoi. Il parvenait à ouvrir mes pieds à distance. Il fait ce qu'il voulait faire. Je dis, c'est qui? Personne ne parle. Je regarde, je vois juste le brouillard sur le visage. Et j'ai dit dans le rêve que je vais vous reconnaître par votre corpulence. C'est ce que j'avais dit. J'ai commencé à regarder. DMG, j'ai vu la corpulence de ce voisin, ce papa. J'ai vu sa corpulence. Et je me suis rappelé des autres fois, comme a dit. Donc des autres fois que j'avais ces couches de nuit, je me suis rappelé que cette corpulence, c'était la même corpulence. Même identique. Coup de taille un peu costaud. J'ai eu la chair de poule quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée ce jour. Tellement il y avait aussi des couches de nuit et on m'oppressait par le cou. J'ai senti mal le cou, j'ai senti mal le bas-ventre. L'année qui suivait, je continuais toujours à avoir les couches de nuit. Des couches de nuit. Jusqu'à ce que j'ai eu mon BPC. Pour la deuxième fois que j'ai composé, j'ai eu mon examen. Quand j'ai eu mon BPC DMG, on m'appelait maladie CAM. Donc, comme on dit souvent qu'on appelle une société, on met CAM à la fin, qu'on peut dire que c'est une société. C'est comme ça qu'on m'appelait. Je peux être couché comme ça. Je me réveille, je dis que le doigt s'il veut se casser. Je peux me coucher comme ça, je dis que mon cou est tordu. Donc, je me levais avec tout genre de maladie. Lorsque
Et quand j'ai constaté que, désolé, quand j'ai constaté que ça, il avait la corpulence de ce papa, j'ai arrêté d'aller là-bas. Je n'allais plus là-bas. Mais cela n'empêchait pas que j'ayais toujours des couches de nuit. Même comme ce n'était pas constante, j'avais souvent les couches de nuit. Jusqu'à une fois, j'ai eu des couches de nuit DMJ au point d'uriner sur le lit. À mon âge, j'avais déjà comme 13 ans, 14 ans. DMJ, j'ai uriné sur le lit. Et la nuit que comme je disais tantôt, que je réussis à mon c'est maladie sur maladie, en seconde, la maladie sur maladie. Comme la maladie me dérangeait, j'ai arrêté les servants de messe. Donc j'ai arrêté. Je pouvais partir constamment. Je peux aller comme ça, on me programme pour être servant de messe à une telle heure. L'heure là tombe que ce souffrant. Donc j'avais d'abord arrêté. Quand j'arrête comme ça, je vais donc au presbytère, dans la maison des prêtres, quoi, pour une prière, séance de prière. J'arrive, je toque la secrétaire du prêtre. C'est pas comme si je veux dénigrer ou je veux mal parler de qui que ce soit, mais je dirais que c'est l'accueil à la secrétaire, elle, ou son comportement, ou sa manière d'être qui n'était pas bonne. Mais je n'englobe pas tous. J'arrive, je dis je veux voir le prêtre. Elle me demande si j'ai pris un rendez-vous. Je dis que mais attendez, il s'agit de la santé là et c'est grave, j'ai besoin de prière. Elle me dit, vous avez pris un rendez-vous avec le prêtre? Je dis non. Elle me dit, ok, cherchez à prendre, mais vous pouvez m'aider à le faire. Elle me dit que non, elle n'est pas chargée des rendez-vous. Je dis que qui est donc chargé des rendez-vous? Vous êtes sa secrétaire. Et ça m'a énervé tellement. Je dis que mais attendez, quand Jésus voulait guérir les malades, est-ce qu'il prenait rendez-vous? Il prenait pas rendez-vous. Lorsqu'il passe, il voit un malade, sans toutefois que le malade lui demande même. Il guérissait ses malades. Et quand les malades venaient vers lui, il les guérissait. Mais comment vous me parlez des rendez-vous? Donc si c'est que je dois mourir là et que c'est la prière du prêtre qui doit m'aider, comme je n'ai pas rendez-vous, je dois mourir, n'est-ce pas? Elle me dit qu'elle n'est pas là pour faire des discours avec moi. Elle m'a juste dit que c'est une procédure à suivre. Que, ah, d'accord. Je me suis levée avec toute la rage. Je suis partie ouvrir le bureau du prêtre. Elle s'est levée du genre, elle voulait m'arrêter. J'ai dit ne me touchez pas. Qu'est-ce que je suis allée ouvrir? J'ai trouvé que le prêtre, lui, n'était pas là dans son bureau. J'ai refermé. J'ai dit, quand je vais revenir ici la prochaine fois, si vous me dites encore ça, madame, je vais crier, faire un scandale ici au presbytère. Elle me dit, vous menacez qui? Je vous ai juste dit. Je suis partie, j'ai à peine, je pouvais me marcher. J'ai pris la moto, je suis rentrée. J'ai pleuré, j'ai expliqué à ma grande soeur. Et ma grande soeur n'était pas de notre église, en fait. Donc, elle était... Elle est pentecôtiste, pas éternelle, elle est là, elle est vivante. Elle est pentecôtiste. Elle me dit, mais attends, comment est-ce que pour prier, on prend un rendez-vous? J'ai dit, ah, c'est la secrétaire avec son sale comportement. Juste que si le prêtre me voyait, il n'allait pas faire, il allait juste prier pour moi. Alors elle me dit, ok, moi je suis en train d'aller à l'église, tu veux me suivre? Avant DMJ, je n'aimais pas. Je me disais toujours, vu qu'il y a les réputations de certains pasteurs qui font des trucs, donc du coup, ça me faisait froid au dos. J'avais peur. Je dis, c'est seulement pour la prière aujourd'hui. Elle me dit que oui, seulement aujourd'hui, parce que je ne peux pas te laisser seule aussi ici à la maison. Comme il n'y avait personne et j'étais souffrante. C'est comme ça que je pars avec ma grande soeur. DMJ, je suis arrivée à l'église. Je vais entrer, un cœur me dit, n'entre pas. N'entre pas. Donc, j'étais un peu repoussée, quoi. Je force, j'entre, elle arrête maman, je m'assois. Pendant la prière, DMJ, j'ai vomi. S'il fallait vomir, les instants, ça devrait sortir. J'ai vomi, on a seulement apporté un seau. Je vomissais dans ce seau. Vomi dans ce seau. Que je vomissais même des trucs que je n'avais pas mangé. J'ai vomi, DMJ. Tellement la prière, disons, m'a plu, la manière dont on m'a accueilli, on m'a suivi, me demander comment je me sens, l'affection qu'on m'a accordée à celui d'MJ. Le lendemain, quand il y avait un programme, quand ma grand soeur fait comme si elle était à deux, j'ai dit, moi je m'avance. Elle me dit, hey, tu t'avances, oui, que je pars à l'église. Elle dit que non, à l'heure, si on a encore déplacer les chaises, que non, je vais même classer les chaises avec les autres. Elle était stupéfaite, elle était étonnée.
Parce que DMG, la manière dont on m'a aidé, j'ai dormi cette nuit, je n'avais rien. Mais c'est plutôt celles qui ont prié pour moi, qui ont reçu ce que je reçois souvent. Donc c'est-à-dire comme si on venait les faire les couches de nuit. Elles ont appelé, dit à ma grande soeur que vraiment c'est fort. Elles ont été attaquées. Mais on sait un Dieu vivant, que je revienne. Ma grande soeur dit que non, elle est déjà en route, elle arrive. Je dis, ah ok. Je suis arrivée, j'ai trouvé qu'on arrangeait encore les chaises. J'ai commencé à arranger avec les autres, j'ai essuyé. Je me suis assise au premier banc. Comme ça, là, tout le monde était fier. Comme ça, j'ai continué dans la prière DMG. Et cette femme qui priait pour moi m'a dit, ma fille, quand tu connais ton ennemi, ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Affronte ton ennemi. C'est à ton ennemi de te fuir. C'est pas à nous de fuir nos ennemis quand on sait un Dieu vivant. J'ai dit, d'accord, maman. C'est ainsi que quand elle m'a parlé et elle m'a dit ceci, Dieu peut lui montrer à elle qui est mon ennemi et qui sont ceux-là qui me persécutent. Mais elle ne me le dira jamais. Parce que Dieu lui montre à elle pour qu'elle me mette en prière. Et si Dieu voudrait que moi je sache cela, il me montrera clairement. Mais comme il me montre la personne, il me montre juste le brouillard sur le visage, cela veut dire que non. Il ne veut pas que je voie que je reste juste en prière. Et je dis merci. Je dormais paisiblement. Paisiblement. Je portais mes pieds, j'allais chez ce voisin. Il dit, salut papa, bonjour. Il dit que, hey, ma fille. C'était plus ma femme DMG. L'exclamation, c'était maintenant ma fille. Un jour, je tentais de partir vers le forage pour puiser de l'eau. Et il était assis juste là en haut. Il causait au téléphone. Quand je passe, j'ai dit bonsoir papa. Il me dit bonsoir ma fille, c'est comment? Il dit ça va bien. Il dit viens. Comment tu vas? Tu parles? Il dit non, ça va. Et j'ai constaté bien avant, il me voyait puiser de l'eau. Il m'a vu puisque moi j'aimais faire des tours d'eau. J'ai fait un tour d'eau. Il était assis devant sa cour. Il m'a vu. Mais quand tu vas vers le forage, ça passe derrière le chez lui. Donc, mais en passant par la route. Donc le papa, il est monté, il s'est assis sur une place où je pouvais le voir et l'apercevoir. C'est comme ça qu'il s'est assis là. Bon, désolé, je ne vais pas être long, je vais donner les points plus brefs. Et quand il s'est assis, il m'a salué, je suis allée vers lui comme il m'a appelé. Il me dit comment tu vas? Il dit bien. Il met la main, il me donne une somme de 2000 francs. Je prends l'argent. Quand je suis en train de marcher, ma copine qui a le forêt me dit, mais attends, Marie, tu es en train de causer quoi avec ce papa? J'ai dit, ah, c'est un papa qui est salé. J'ai dit, il t'a donné quoi? J'ai dit, il m'a donné 2000 francs. Il me dit que tu es sérieuse et tu as pris cela. J'ai dit, oui, il a l'habitude de dire, ne prends plus son argent. Elle s'est exclamée, elle me dit que, hey, tu prenais son argent? Oui. Elle me dit, on avait un prunier ici près de la maison d'où une femme passait. Une femme avait prophétisé sur ce prunier que il y a 3 personnes qui font la sorcellerie et c'était leur temple. Donc l'arbre était un temple pour eux. Et le nom du papa est sorti, qu'il était à la Rose-Croix. Et réellement, il a été à la Rose-Croix. Quand elle m'a dit cela, j'ai fait les recherches. On m'a dit qu'il était à la Rose-Croix DMG. On m'a dit qu'il était à la Rose-Croix. J'étais scandalisée. J'ai arrêté le billet de 2000 francs à main. Je tremblais. Quand j'ai porté le seau d'eau, je suis allée vers le goudron, vers la route autant pour moi, d'où les passagers, les motos passaient. J'ai lancé l'argent distraitement au sol, donc pour que quelqu'un d'autre ramasse. Parce que je me dis que si quelqu'un d'autre ramasse, ça ne va pas travailler comme pour moi que c'était destiné. Un peu comme on dit un charme, quoi. Quand quelqu'un peut te donner le charme, si quelqu'un d'autre le prend, ça ne peut pas jouer comme c'était destiné à toi. Donc, et pour ne pas gaspiller de l'argent, j'ai préféré lancer en route que quelqu'un ramasse et l'utilise. Parce que l'argent est fait pour être utilisé et non pour être jeté. Et comme ça, je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère me dit, mais attends, je ne suis pas au courant de ça depuis. Parce que je dis, oui maman, parce que toi, tu sors le matin, comme c'est une bayamsela. Elle sort à 5h, elle rentre le soir, donc du coup, elle n'est pas au courant de ce qui se passe.
Quand elle aussi elle mène ses recherches, elle trouve que réellement ce monsieur était à la hausse de quoi. Et vous savez, quand on est dans cette lieu, il est vrai que tu peux dire que tu sors, mais il y a toujours les germes qui restent en toi. Donc, j'ai compris totalement que c'était vrai. Et je ne partais plus. Quand j'ai eu mon baccalauréat DMG, j'ai porté mes pieds, je suis allée vers ce papa. Parce qu'il était souffrant, il ne sortait plus, il tombait déjà gravement malade. Donc, on avait mis les sondes parce que les urines sortaient déjà. Il était assis sur une chaise quand je suis partie pour l'annoncer que j'ai passé. Je suis partie, j'ai dit papa, avec tout le courage que papa, j'ai eu mon bac. Il dit que waouh, mes félicitations, c'est bien ça ma fille, vous connaissez. Il me dit bravo. Il retire, met la main dans la poche, je tire un billet de 500 francs, il me tend. Je prends le billet de 500, j'arrête entre mes mains, je reprends sa main, j'arrête et dis pas merci beaucoup. Mais tu sais que tu es malade, non? Reprends ton argent, on va te faire la bouillie avec, tu vas boire. Merci. Il me dit non, prends. Je dis que non, papa. Il me dit mais tu avais déjà pris. Que non. Parce que même j'ai pris cet argent, ça m'a dit j'ai senti. Donc le fait que j'ai touché cet argent, non, je pourrais même avoir le sang de Jésus. J'ai remis entre ses mains. Je suis partie. Ça fait 1 an encore, je ne traversais plus là-bas. C'est après qu'on m'a annoncé qu'il est décédé. Oui, il est décédé. Il a fait pratiquement 2 ans de maladie parce que quand j'ai eu mon bac, c'est quand j'arrive en 2e année université qu'il décède. Donc, il a duré avec la maladie. Il faisait même les selles sur lui. C'est comme ça qu'on m'a annoncé qu'il est décédé. Et DMG, depuis que ce papa était décédé, je n'avais pas la force d'arriver même dans sa maison. Je ne sais pas ce qui me retenait. Bien que je vais partir même faire les mini-veillées, je n'arrivais pas. Même dit à un de ses enfants mes condoléances, juste à ses petits-fils que je causais. J'ai dit mes condoléances, ouais. C'est les trucs comme ça que j'ai fait. Même le jour du deuil, je me suis assise dans notre cour. Je regardais le deuil à distance étant chez nous sur une chaise. Donc, mon histoire en fait d'aujourd'hui, c'est que nous, les parents là, vous connaissez, il y a peut-être un papa qui va venir dire ma femme, à vos enfants, filles, on sait tout ça et ça existe toujours de nos jours. Ou un grand-père dit que ma femme, dans les trucs comme ça. Priez, donc dans la prière, priez juste que non, mon Dieu, que ça soit juste des paroles simples comme ça qu'un papa dit, c'est ma femme. Parce que ce papa disait, m'appelait sa femme. Physiquement, on voyait que non, je ne suis pas sa femme. C'était une petite fille à lui, mais moi je l'appelais papa. Mais spirituellement, ce papa me prenait comme sa femme parce qu'il venait me coucher. Donc du coup, quand un parent ou un grand-parent appelle votre enfant fille, ma femme, peut-être mon mari, un grand m'appelle mon mari, priez à Dieu que ça reste juste des mots simples, mais que ça ne soit pas vrai. Et que ce soit dans le spirituel, que cela soit brisé. Et vraiment, je dirais que c'est parce que j'ai arrêté Dieu avec les mains que j'ai été sauvée de ses griffes. J'ai prié à Dieu. J'ai tellement prié. Parce que depuis que je suis dans la prière, j'arrête Dieu. Je n'ai plus de règles douloureuses. Parce que quand j'avais ces couches de nuit, la manière dont quand je veux avoir mes règles DMG, je peux me tordre sur le sol comme si on m'a frappé le bâton. Je vais me tordre. Me plier comme le verre de terre, qu'on a mis le sel sur le corps. Mais aujourd'hui, je peux dire que me voici, quand je vais saigner, c'est juste peut-être les simples faire des boutons sur le visage que je ressens. Je ressens le mal de bas-ventre. Donc, merci, c'est en quelque sorte mon histoire. Merci à vous en studio. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille DMG également. Alors, moi je viens ce soir vous raconter mon histoire. J'avoue que avant j'avais écouté une fois ton histoire sur TikTok. C'était une personne qui avait fait une capture d'écran et c'était une histoire des filles. De 2 jeunes filles qui sont allées faire des pratiques. Puis après, ça a mal tourné. Du coup, de là, j'ai cherché à m'abonner à ta page. Tous les soirs, j'écoutais tes histoires.
Un temps, j'étais avec ma cousine, elle me disait, toi, tu aimes trop écouter les histoires mystiques comme ça, c'est pas bien, les trucs comme ça. Elle dit, ah, c'est pas bien, mais ça me permet de ça me permet de me mettre sur mes gardes, en fait. On rigolait, les trucs comme ça. Mais non, une fois, j'écoutais, je suis tombée sur l'histoire du gars qui racontait que son cousin, ils sont allés avec son cousin dans un petit village du Cameroun et que il a couché avec une femme et cette femme lui a transmis les malédictions de son mari. Cette histoire, ça m'a vraiment tiqué. Du coup, je me suis dit, bon, je vais une fois peut-être monter dans ton live ou bien t'envoyer ça par vocal. Alors, mon histoire, c'est quoi? Je suis une étudiante en Afrique de l'Ouest. Et à mon deuxième année, on devait aller à une radio pour un cours sur l'audiovisuel et on était là-bas. Bon, avant qu'on arrive, le délégué nous a envoyé un message dans le groupe que quoi, on doit se retrouver à la radio, mais je n'ai pas vu l'heure. Et il pleuvait ce jour. Donc, on devait d'abord avoir un cours à l'école avant de continuer à la radio. Mais moi, comme j'ai vu le message et on n'avait pas cours le matin, je me suis dit, bon, je vais m'apprêter et puis aller directement à la radio vu qu'on n'a pas cours. Et j'étais allée, à ma grande surprise, il y avait un collègue à notre enseignant qui devait nous donner cours, qui m'a vu et il m'a demandé, il s'est approché, il m'a salué. Après, il me demande si je suis une étudiante de tel. J'ai dit oui. Il dit, ok, mais tes camarades ne sont pas encore arrivés. J'ai dit, ah d'accord, oui, je me suis trompée de l'heure, mais bon, c'est pas grave, je vais les attendre. Ils vont arriver d'ici peu. Donc, j'étais dehors, donc il m'a accueilli à l'accueil. J'étais assise. Après, le gars entre, il ressort, il entre, il ressort. Il me demande comment je vais. Vu que je suis pas... Bon, j'ai l'apparence d'une fille qui n'est pas d'ici, de ce pays. J'ai dit, effectivement, je suis une étrangère. Je suis juste venue pour les études. Il dit, ah, ok. Il m'a demandé mon pays. Je lui ai dit tout ça. Après, il me demande si on peut s'échanger de contact. J'ai dit, bon, moi, je suis pas du genre à trop donner mon contact. Mais bon, comme c'est un collègue à mon ancien, peut-être que c'est quelqu'un qui pourra, bon, peut-être m'aider ou bien, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, je lui ai remis le contact sur le champ. Et après, il est entré. Et là, mes camarades commençaient déjà à venir. Du coup, on était entrés, on a commencé le cours. Il commençait à m'envoyer les messages. Ça va, je te trouve très sympa. J'ai dit merci, c'est gentil. On a échangé. Après, il me demande c'est quoi ton programme après ton cours. J'ai dit bon, j'ai un programme, mais je ne sais pas, avec la pluie, je ne sais pas si je pourrais y aller. Il me dit ok, si tu finis avec ton programme, ça te dit qu'on se voit. J'ai dit qu'on se voit, hein. Quand ça? Il dit aujourd'hui. J'ai dit je ne sais pas, mais je ne peux pas te rassurer, mais bon, je verrai. Il dit ok, fais de ton mieux s'il te plaît. Après avoir fini là-bas, je suis rentrée. Quelques temps après, il m'écrit, il dit tu as pu finir le cours et ton programme. Je suis toujours dans ton programme, bien c'est comment. J'ai dit bon, pour le moment, je suis encore un peu fatiguée. Laisse-moi le temps de me reposer et on verra. Il dit d'accord. J'ai pris mon temps, je me suis reposée. Après, il insistait. J'ai dit bon, comme je m'ennuie un peu, je vais accepter voir. Je lui ai demandé
Où veux-tu qu'on aille? Ou bien que veux-tu? En fait, c'est quoi le programme en fait? Il me dit non, c'est juste pour aller prendre un pot. J'ai dit aller prendre un pot et tu insistes comme ça. Il dit non, il veut aussi profiter pour me parler. Je dis ok, on verra. Laisse-moi le temps de m'apprêter. Voilà, je te fais signe tout à l'heure. Je me suis apprêtée, il est venu me chercher. Je lui demande d'abord où est-ce qu'on va. Il dit non, on va aller dans un coin un peu caché. Il dit caché. Donc on rigolait. Ensuite, on était allé un peu éloigné de la ville en fait. Pas trop quand même, mais un peu, juste un peu. Nous sommes allés, on était entrés dans une concession. Il a garé. Il y a une dame qui avance vers nous. Et on était là, je lui demande, s'il vous plaît, monsieur. Là, je commençais déjà vous voyez, avant je le voyais, il m'a dit non, que je pouvais le tutoyer. Et arrivé dans la concession, j'ai trouvé les choses bizarres, j'ai dit non. Nous sommes où? Il me dit non, on est venu. Bon, on va aller se reposer un peu. J'ai dit se reposer. Moi, je vous ai dit que je suis fatiguée pour qu'on aille se reposer. Il dit non, qu'il va m'expliquer les choses après. Mais que si j'ai peur, il peut laisser la porte ouverte. J'ai dit non, mais attendez. En fait, pour qui me prenez-vous? Il dit non, désolé, mais allons, je vais t'expliquer. J'ai dit non, monsieur, désolé. Je ne veux rien. Ramenez-moi où vous m'aviez pris. Sinon, je vais créer des scandales ici. Il dit non, 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 s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer les choses. J'ai dit, je ne veux rien savoir. Ou soit je sors d'ici, je ramène la police. Ou soit je crée un scandale. Il dit, ok, c'est bon. Laisse-moi te ramener. Maintenant, il m'a ramené. Bon, en route, il dit, bon, laisse-moi le temps quand même de m'arrêter et de t'expliquer. J'ai dit, je ne veux pas d'explication, s'il te plaît. Il insiste. Il m'a amené dans un fast-food. C'est là où on s'assoit, on commande à boire. Je n'avais même plus envie de prendre de la consommation tellement j'étais énervée. J'ai dit, attends monsieur, tu me prends pour qui au juste? Je suis une prostituée. J'ai l'air d'une prostituée. J'ai l'air d'une... Je ne sais pas. Comment ça tu peux m'amener dans un auberge? Il me dit non. Et il était en noir. Il faut noter aussi, j'ai oublié cette partie. Il était en complet noir. C'est là où le gars se met à m'expliquer que non, il a perdu sa femme récemment. Ça n'a même pas fait un mois qu'on l'a même pas encore enterré. Et que c'est pourquoi il veut pas s'afficher. J'ai dit putain. De ce cas, tu as perdu ta femme. Et tu m'amènes dans une auberge. Genre, c'est pour aller me... Je ne sais pas. Il dit non. J'ai dit, ah ok, si tu ne voulais pas t'exposer. Maintenant, le restaurant dans lequel tu m'as amené ici, c'est quelqu'un qui t'a dit de m'amener. N'est-ce pas toi-même qui as vu le chemin que tu m'as amené? Je lui ai dit, c'est la dernière fois que lui et moi on se verra. Il a dit non, que il veut bien une fille pour s'occuper de ses deux filles parce que sa femme a laissé ses deux filles derrière elle. Et que c'est pourquoi il veut discuter avec moi et si c'est comment il va me marier. J'ai dit, va faire entendre tes bêtises à quelqu'un d'autre. Ramène-moi chez moi. Il m'a ramené chez moi. Je l'ai bloqué. Le monsieur prend un autre numéro. Il m'appelle, je le bloque. Il m'appelle, je le bloque. Il dit, c'est fini. Et en temps, je ne comprenais pas en fait. Pour moi, il m'a prise pour une prostituée juste. Et c'est quand j'étais tombée sur un des témoignages du gars qui a dit que non, il y a des gens qui couchent avec les filles ou bien des hommes pour leur laisser leur malédiction après le décès de leur partenaire. C'est là où je me suis rendu compte que, donc le monsieur voulait plutôt me laisser la malédiction de sa femme. Mince, je me suis dit que il faut absolument que je te raconte cette histoire. Et je raconte ça à la grande famille DMG. Vraiment, le Seigneur est merveilleux.
Cette histoire, je ne l'ai même pas racontée à ma maman. Depuis là, je suis là. Je l'ai racontée juste à mon petit ami. Il m'a dit de vraiment me méfier. Pour moi, peut-être c'était mon prof, l'ami de mon prof. Peut-être que voilà, juste un pot, le gars m'amène dans une auberge. Et pour moi, peut-être qu'il me prenait pour une prostituée ou bien une fille de la rue, des choses comme ça. Tiens, derrière ça, c'était pour aller me laisser les malédictions. En tout cas, la leçon de cette histoire, c'est de mettre en garde les jeunes filles comme moi, de faire très attention. C'est pas toute personne qui vient vers toi qui vient avec des bonnes intentions. Non. Il y a des personnes qui sont là juste pour te nuire, te faire du mal ou bien te détruire. Donc, soyons vraiment vigilantes les filles. Merci beaucoup. Bonne soirée DMG. Voilà, merci pour l'histoire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. 10 histoires mystiques tous les jours sur YouTube. Donc, rendez-vous demain à 12h00. Ne manquez pas à inviter plus de personnes, liker, commenter, partager. Ceux qui n'ont pas encore liké, s'il vous plaît, allez liker. On se prend mercredi et vendredi à 20h00 sur TikTok pour notre direct. Donc, ensemble.